Bonsoir à vous. Bonsoir Guido Miani, buonasera et surtout bon vent. On vous attend lundi, vous le savez, tout devant la flotte qui dispute en ce moment même la Palermo Monte Carlo. Superbe épreuve à la voile, devenue aujourd'hui un grand classique. Et bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour découvrir ensemble votre best-of de la semaine sur Monaco Info. L'occasion, comme tous les dimanches, de voir ou de revoir les meilleurs moments de la semaine où nous avons abordé plusieurs grands thèmes d'actualité comme la journée mondiale de l'aide humanitaire. Nous nous sommes dirigés vers Haïti pour faire un point sur les demandes urgentes après le séisme meurtrier de la semaine dernière et sur l'état des lieux de l'école Albert II de Monaco à Port-au-Prince. Solidarité, encore et toujours au cœur de l'été, nous avons pris la direction de la vallée de la Roya 10 mois après la tempête Alex. Comment vivre en harmonie en plein débat sur l'obligation vaccinale alors que la mobilisation anti-pass est toujours bien présente. Et puis, nous reviendrons sur l'affluence ces derniers jours, tant sur la route que dans les rues de Monaco, sans oublier le trafic aérien qui reprend progressivement des couleurs à l'aéroport de Nice-Côte d'Azur, avec des liaisons intérieures tout près des normes des chiffres d'avant-crise sanitaire. Et sans plus tarder, voici donc votre best-of réalisé ce dimanche par Hubert Héroulet. Il faut réaliser que la plupart des gens dans le Grand Sud ont perdu leur maison. Donc, on sait qu'il faudra fournir les premiers soins, eau potable. Donc, ici, chez nous, nous avons une usine de chlore et nous sommes capables de donner de l'eau potable à 100 000 personnes. Il faudra également donner des tentes à ces personnes. Il faudra leur donner de la nourriture. Et surtout, le plus important, il faudra qu'il y ait une équipe qui passe sur place tous les jours pour les inventorier et s'assurer qu'ils n'ont ni fièvre, ni diarrhée, ni éruption cutanée, ni tout. Parce que chacune de ces manifestations cliniques indique une épidémie potentielle, soit de choléra, soit de tuberculose, soit de sida ou autre forme de pneumonie et la typhoïde. L'école, ça c'est l'un des plus beaux cadeaux qu'on aurait pu recevoir et je vous assure que l'école a répondu à toutes nos attentes. On s'était dit qu'on allait scolariser 300 enfants par année et là les chiffres que nous avons prouvent qu'on y est arrivé. Ils bénéficient de repas chauds tous les jours, ils ont également un terrain de sport où ils peuvent jouer au football, au basket, ils ont également des salles de jeu. Ils ont des ordinateurs individuels. Tous ont passé avec brio les examens d'État. On n'a eu aucun récalé. Et ce qui est remarquable, c'est que ce sont tous des enfants de milieux très défavorisés. Il faut les voir tout beaux arrivant tous les jours avec leur uniforme, tout fiers. Et vraiment, je pense que probablement on a un Albert Einstein ou plusieurs parmi eux. Il faut leur donner cette opportunité. Moi, je trouve que les chantiers avancent vite. Alors bien sûr, c'est toujours trop long quand on est enclavé et quand on vit au quotidien toutes ces difficultés de déplacement, mais quand on rapporte ça à l'ampleur des dégâts, on se rend compte que les choses avancent particulièrement vite. Les paysages portent encore de très lourds stigmates de la catastrophe et il y a encore les maisons éventrées, il y a encore des infrastructures qui sont détruites, qui n'ont pas été réhabilitées. Et ce sont des chantiers qui vont vraisemblablement prendre plusieurs années. On arrive quelquefois plus aujourd'hui à reconnaître certains endroits que nous avions connus avant, mais peut-être que l'enjeu et peut-être que notre responsabilité, c'est de penser à ce que ce sera demain. Depuis fin juin, au mois de juillet et encore en ce mois d'août, on voit qu'il y a eu une accélération du trafic. On a une multiplication des vols et aujourd'hui, on a 90 destinations et une quarantaine de pays qui sont directement reliés depuis l'aéroport. Il y a à la fois un retour très fort du trafic domestique, mais aussi européen et international, avec en particulier la réouverture des lignes vers New York et vers Dubaï. C'est vrai que c'est difficile pour les Français d'aller aux États-Unis. Par contre, depuis début juin, l'Europe a indiqué que les Américains vaccinés pouvaient venir avec un certain nombre de règles pour leurs familles et les enfants en particulier. Et on voit que sur les vols pour New York, par exemple, ces vols sont assez bien chargés par des Américains qui sont en vacances en Europe et en particulier sur la Côte d'Azur. En fait, l'Europe a mis en place un processus assez clair
vous êtes classé par pays dans 3 familles. La famille verte où vous n'avez pas de contraintes particulières, la famille orange où vous devez avoir un pass sanitaire qui est composé soit d'un certificat de vaccination, soit d'un test de moins de 72 heures et c'est contrôlé de façon aléatoire. Soit vous êtes dans la dernière famille, les pays rouges, et là vous êtes soumis à un contrôle obligatoire de ce pass sanitaire avec une nécessité d'une période d'hébergement suivie par les autorités de police. L'entrée principale se fait par le jardin exotique. On a des pointes le matin vers 7h, entre 7h et 9h du matin. Et là, l'été, les pointes se font plutôt de 10h à midi et demi, quoi. En fait, on a une réglementation qui nous est imposée par le préfet des Alpes-Maritimes. Dès qu'il y a 100 mètres de queue dans le tunnel Régnier 3, qui est un tunnel franco-monégasque, on est obligé d'appliquer une déviation. C'est-à-dire qu'on ne ferme pas en totalité le tunnel, on ferme la bretelle qui part de Canton-Enterré et qui va en direction du tunnel Régnier 3, de façon à dévier un petit peu la circulation par la Basse-Corniche et Cap-d'Aille-Basse-Corniche. Les résultats sont assez mitigés, honnêtement. Et c'est vrai que les clients potentiels, je pense, sont surtout dirigés vers le bord de mer, sur les plages. Et on ne peut pas dire que l'affluence ait été extraordinaire. Toute la clientèle étrangère qui d'habitude vient pour une semaine, pour une dizaine de jours chez nous, on va dire facilement, cette année, cette clientèle n'est pas là. Aujourd'hui, le bilan est positif. Je le resignale encore une fois. S'il n'y avait pas eu des aides gouvernementales, des aides de la mairie, je pense que la casse aurait été beaucoup plus forte. En fait, il y a 3 éléments un peu qui se conjuguent. Il y a effectivement le fait que le rendez-vous de la Coupe d'Europe, on va dire, vampirise un petit peu les énergies et la concentration de l'équipe. Il y a le fait aussi, conseil d'expérience, qu'il ne faut pas jouer un mois d'août complètement à fond, championnat et Ligue des Champions, parce qu'en général, on le paye plus tard. Donc, pour l'instant, le décalage n'est pas trop gênant. Et puis la 3e chose, c'est qu'effectivement, il est tellement important de passer en Ligue des Champions que le mauvais départ en championnat n'est pas tellement important. On a vu la saison dernière que Monaco savait finir un championnat, qu'il savait finir très fort. Donc, il ne faut pas s'inquiéter de quelques points perdus, à un moment où l'essentiel, effectivement, est de se qualifier pour la phase de groupe de la Ligue des Champions. On rappelle quand même la nouvelle règle cette saison en Ligue des Champions, hein, Vincent Duluc. Le fameux but à l'extérieur ne comptera plus double en cas d'égalité. Hein. C'est effectivement une dimension qui n'apparaît pas vraiment dans la conversation et que beaucoup ont oublié, mais qui va faire une vraie différence. Moi, je pense que c'est quelque chose qui va effectivement libérer les équipes qui jouent le premier match à domicile, parce qu'il n'y aura plus cette chape de plomb qui peut être liée à le fait que si on prend un but à la maison, après, il faut commencer à penser à peut-être en marquer encore à l'extérieur. Là, ça change tout, ça va permettre d'être offensif, d'attaquer librement à domicile, alors que mécaniquement, après les matchs aller-retour, il y aura un peu plus de prolongation, il y aura peut-être parfois des tirs au but. On peut dire qu'on a fait une deuxième partie de saison assez incroyable et effectivement, aller chercher ce titre de vice-champion du monde avec Eduardo Mortara et vraiment pas de chance finalement parce on jouait pour la gagne jusqu'à la fin. Il a eu un accident au départ qui est vraiment pas de sa faute. Sinon, je pense qu'on aurait pu faire quelque chose peut-être encore de mieux, mais ce titre de vice-champion du monde, il est vraiment bienvenu. Et puis finir en beauté avec cette victoire de Norman Nato pour la dernière course de la saison, c'est vraiment exceptionnel. 2 fois, on a réussi cette année-ci à faire retentir l'hymne national monégasque sur les podiums et on en est très fiers. Oui, c'est une période difficile où chacun essaie de s'adapter à sa manière. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup du complotisme, des choses comme ça. Il y a surtout beaucoup de gens qui simplement ne comprennent plus ce qui se passe et qui vont chercher l'information, entre guillemets, au plus simple. C'est le défaut, la difficulté face à ces situations. Et c'est pour ça qu'il faut énormément de pédagogie, énormément de communication. Et c'est peut-être ce qui manque un peu dans cette période de crise, d'ailleurs. La difficulté d'une crise comme celle-ci, elle évolue très vite. Mais je dirais, il faut replacer ça dans un contexte actuel, d'un virus qu'on connaît mal, et il faudra accepter ces mêmes difficultés face au changement climatique, face aux nouvelles évolutions de nos sociétés, qui vont elles aussi être de plus en plus changeantes, et c'est peut-être ça l'adaptation qu'on doit faire aujourd'hui. Accepter de se transformer, de changer, peut-être d'un jour à l'autre. On n'a pas de recul, mais en même temps, les événements d'aujourd'hui vont de plus en plus nous pousser vers des situations où on n'a pas de recul. Quand vous voyez tout ce qui se passe aujourd'hui, les inondations, les feux de forêt, les choses comme ça, c'est pas nouveau, comme les virus ne sont pas nouveaux. On retrouve aujourd'hui, malgré toute la connaissance qu'on a, la technologie qu'on a, des situations où on ne comprend plus la vitesse à laquelle surviennent les événements.
Mais là, on oblige, c'est une obligation vaccinale, par exemple. Est-ce que vous comprenez que des gens ont encore besoin de cette fameuse liberté de dire « Non, moi, dans mon corps, je ne mets pas de vaccin ». Oui, on peut le comprendre. On peut comprendre que des personnes soient réfractaires. Et je dirais, je comprends plus quelqu'un qui aujourd'hui me dit « Mais moi, j'ai jamais accepté de médicament de ma vie, donc je ne vais pas accepter celui-ci », que des personnes qui prennent déjà des antibiotiques et qui refusent un vaccin. Oui. Je dirais qu'aujourd'hui, il faut être pragmatique par rapport à ce qu'on fait. Il faut prendre les choses avec recul. On dit que c'est inadmissible que les restaurateurs, par exemple, doivent contrôler un pass sanitaire. On oublie qu'ils doivent déjà contrôler l'âge des personnes avant de leur servir de l'alcool. Ça fait partie des obligations d'une société où tout citoyen, citoyenne doit accepter de faire part et de prendre part à la lutte contre quelque chose qui nous est effectivement très difficile de comprendre. Je crois qu'aujourd'hui, la chose la plus importante, et ce sera vrai pour beaucoup de situations dans l'avenir, c'est d'accepter de ne pas avoir des positions définitives. C'est la clé. Lorsque l'humain décide de coopérer, lorsqu'il accepte la diversité, alors il est capable de tout. Et c'est peut-être ce qu'on doit aujourd'hui retrouver. Et quand ça marche, c'est extraordinaire. Je crois que c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Il va falloir retrouver de la sérénité. Et c'est ce que j'espère maintenant dans la suite de la Covid et de cette situation qui n'est pas terminée, c'est qu'on retrouve un peu de sérénité de discussion. Le meilleur des réseaux sociaux, all over the world, une sélection concoctée par Alexandra Salustri. Sans amour, sans souci, sans problème. Merci de nous être fidèles. Et comme le veut la tradition, on se quitte ce soir avec les plus belles photos de la semaine. Demain, vous retrouverez Patricia Navarro pour une nouvelle édition de votre journal sur Monaco Info. Belle et bonne soirée à toutes et à tous. À très vite.